Bienvenue sur Pause Chai, le podcast pour les femmes audacieuses. Ici, on fait une pause pour souffler et pour mieux rebondir. À deux ou avec des femmes qui osent, qui doutent, qui tombent et qui se relèvent, on parle d'entrepreneuriat, de féminité, de spiritualité et de confiance en soi. Pause Chai, c'est un espace pour réfléchir, se réaligner et surtout pour oser créer la vie qui nous ressemble. Alors prends ta tasse de chai et lance-toi. Hello tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Nisma. Alors la première chose à dire, c'est que tu as plongé dans le monde de l'entrepreneuriat en 2017, un monde que tu n'as plus jamais quitté. Tu as lancé à La Réunion le premier Fresh Burritos. Mais tu ne t'arrêtes pas là, t'es décidé, t'as envie de plus. Alors tu décides également d'implanter la franchise Waffle Factory. Alors, je ne sais pas si cette motivation, cette volonté d'entreprendre te vient depuis que tu es toute petite ou si elle s'est créée au fil du temps. Mais en tout cas, je crois que ta plus grande fierté, c'est de contribuer à l'économie locale en créant des emplois. Et ça, c'est une très belle récompense. Alors avec Zaki, on aime parler entrepreneuriat, t'as vu, mais on aime aussi connaître la personne derrière cette femme entrepreneur. Et on a hâte de découvrir toutes tes facettes. Alors c'est parti. Bienvenue sur Pause Chai. Merci les filles, merci de m'avoir invitée. Premièrement, l'aventure, elle a démarré en 2017. Alors, je suis pas toute seule, j'ai quand même mon associé. Et je me suis pas arrêtée, mais je pense qu'un jour il y aura bien une suite ou je serai pas une fin, mais une suite à autre chose. Et après j'ai pu développer et prendre d'autres marques entre temps. C'est parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi s'armer ou s'entourer des bonnes personnes. Comme j'ai toujours, le bon entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. Donc il est là, il faut avoir le bon pianiste, le bon guitariste et tout le monde et les meilleurs, on va dire. Et à partir de là, tu fais la meilleure musique possible. Donc voilà. Et après, l'entrepreneuriat m'est venu depuis tout petite. J'ai mon père qui était entrepreneur, donc j'avais commencé à travailler avec lui depuis mes 15 ans. Et après, j'ai pas arrêté de travailler. Donc ouais. Alors attends, on peut revenir un petit peu avant. T'es née où Moi, je suis née en Angleterre. Ah d'accord. Ouais, je suis anglaise à la base, britannique, et mes parents mon papa il était mauricien, ma mère était anglaise, et après on est rentré à Maurice pour la retraite, on va dire, de mon père, et j'avais 12 ans, et après j'ai fait T'as fait tes 12 premières années en Angleterre. En Angleterre, ouais. Ok. Des 12 à 18 à Maurice avec mes parents, et après j'ai pris mon envol, on va dire, et je suis partie de Maurice. J'ai essayé de faire mes études en Angleterre, mais après j'ai ma mère qui est décédée, donc je suis rentrée un peu. Donc après, je suis venue à La Réunion. Et après, j'ai pu bouger. Donc voilà. Et pourquoi La Réunion du coup ? La Réunion, c'est parce que nous, on est une famille très traditionnelle, on va dire. Donc les enfants, dès qu'il y a quelque chose de négatif, mais un décès ou voilà, on se regroupe, on va dire. Et du coup, voilà, au départ de ma mère, je me suis dit, il faut que je me rapproche de mon père, mais je me voyais pas repartir à Maurice. J'avais envie de me construire moi-même toute seule, sans le nom, sur mes pieds, quoi. Un peu comme mon père, c'est un self-made, on va dire. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, je suis self-made. J'ai pas eu l'appui de personne pour en arriver là, quoi. Donc la Réunion, ça me permettait, dès qu'il y avait un problème ou autre, j'étais à une demi-heure d'avion et je rentrais voir mon père et ma famille. Mais du coup, tu connaissais personne à La Réunion ? Non, quand je suis venue. Donc t'arrives à quel âge à La Réunion ? J'arrive à 21 ans. D'accord, comme ça, c'est à côté de la Maurice. Oui, voilà. Mais t'avais un projet professionnel, t'avais quelque chose ou... Non, j'arrivais, je me suis inscrite à la fac pour continuer mes études quand même. Mais j'ai pas pris la voie que je voulais prendre. J'ai pris une autre voie qui aujourd'hui quand même bénéfique, on va dire. Et après, parallèlement, je travaillais à McDo, payais mes études. Et j'ai terminé mes études et j'ai été embauchée avant même d'avoir fini mes études dans la communication. Donc t'as fait des études de communication ? Oui, tout à fait. Le marketing. Et après, j'ai eu mon premier boulot et j'ai fait 7 ans là-bas de salariat. Et au bout de 7 ans, on commence un petit peu à tourner en rond, on va dire. Et oui, donc du coup, je dirais pas, je m'ennuie. Attention, hein. Ce poste m'a permis de grandir les échelons et aussi m'a beaucoup apporté
parce que jusqu'à maintenant, je remercierai encore mes collègues ou mes supérieurs ou mes responsables qui m'ont aidé à grandir. Mais du coup, tu travaillais dans quoi? Dans une boîte de com ou Non, je mentionnerai pas la boîte, mais non, c'était un journal, on va dire. D'accord. Et donc, tu t'occupais de la communication Que la communication. Et après ça, en 2015, je perds mon père. Donc, il était malade, on va dire. Il a eu un cancer. Donc, je rentrais régulièrement. Heureusement que, encore une fois, je dis, j'avais des bons patrons qui me permettaient de faire mon travail et de pouvoir quand même continuer à rentrer et voir mon père et l'accompagner, on va dire. Donc, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Et après, c'était en novembre 2015, il est parti. Et février 2016, j'ai décidé, je me lance. Après, comme je dis, je dis toujours, quand il arrive quelque chose de pas bien, soit on en fait une force, soit on en fait une faiblesse. Donc, ça a été ma force. C'était une douleur qui a fait la force. Donc, je suis partie début 2016. Je dis, OK, je veux me lancer. Et, j'ai contacté les marques que j'avais vues. En baladant à Paris, j'avais vu des marques, je voyais que ça marchait. Donc, je les ai contactés au culot. Et ils sont venus, ils m'ont dit oui. Donc, Attends, ça va être trop vite. Et moi, ça va être trop de choses. Ça va être tellement de questions qui arrivent que. Mais du coup, t'avais quel âge quand t'as perdu ta maman? J'avais 23 ans. D'accord. Et mon père, j'avais 28 ans. Donc, j'ai lancé à 28 ans ma première entreprise, on va dire. Et quand tu étais salarié, est-ce que tu pensais déjà à devenir entrepreneur? Comme tu disais que tu travaillais avec ton papa et qu'il était entrepreneur. Oui, parce que quand j'étais salarié, je faisais déjà un deuxième boulot à côté. Parce que pas une question la soif d'apprendre tout simplement en fait. Donc la com, ça c'est maîtrisé. Du coup, c'était l'immobilier à côté. Donc pendant 5 ans, j'ai fait de l'immobilier aussi, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et malgré ça, je continuais à tourner en rond, on va dire. Et après, c'est ce qui m'a aussi le fait d'avoir ces deux travails expériences m'a permis d'avoir des économies et d'avoir ce capital de départ qui fait que on peut lancer une entreprise, on va dire. Parce que c'est quand même une franchise, c'est pas des petits montants à la base. Donc ça, voilà, il y avait le capital, il y avait l'idée, donc il restait plus qu'à lancer. Et du coup, dans ta tête, tu savais que ça allait être une franchise? Oui. Tu t'es pas dit, je vais créer mon concept, ça coûtera moins cher parce que là, le fait de payer une franchise et tout, donc voilà. Et tu te disais pas, non, je vais créer mon concept à moi. En plus, t'étais forte en com. Ouais. Alors, tout en sachant que je savais que ça allait être une franchise parce que je ne suis pas dans la restauration. Tu vois, donc il y a justement tous ces process. Une franchise, certes, il y a un coût d'entrée, on va dire, mais outre le coût d'entrée, il t'apporte tout le savoir-faire, la technique, parce que eux, ils sont rodés au fait. Et comme je disais tout à l'heure, il faut le process. Donc le bon process qui est testé, approuvé. Donc voilà, tu gagnes du temps en plus. Exactement. Parce que nous, c'était justement ça. On crée justement les process. On a perdu beaucoup de temps à créer les process et surtout, est-ce que c'est les bons, c'est les pas bons, est-ce qu'on va dans le bon sens? Exactement, tu testes, tu retestes et tu retestes et tu perds toute ton énergie dedans. Là, exactement. Et là, c'était quand tu prends une franchise, c'est un gain de temps. Et en 2016-2017, c'était un peu le boom des franchises. Ça commençait à arriver à La Réunion parce que pendant longtemps, c'était limité à des grosses enseignes. Et après, c'était là, en 2017, le fast good a commencé à arriver à La Réunion. En tout cas, les gens veulent manger mieux, pas cher. Donc, c'était un créneau qui, personne n'y était encore. Et ça a marché. Donc, Et du coup, tu t'aimes manger? Oui, mais c'est pour ça, c'est ça que je voulais te demander pourquoi la prix de la restauration, tu vois. C'était tellement, on dirait, sûr que de la restauration que... Non, c'était pas force. J'adore manger. Je mange tous les jours chez moi, dans mes restos, parce que c'est un gage de qualité. Pourquoi la restauration? Parce que j'ai quand même tourné un peu dans tous les sens, on va dire. Ça peut être dans le service, ça peut être autre chose. La restauration, ce qui est bien, c'est que le premier jour tu ouvres, le premier jour tu crées de la trésorerie. Donc, t'as le cash, t'as pas de crédit à aller chercher, t'as pas de recouvrement à aller faire, etc. Donc, après, il faut être très, très investi, être présent. Donc, en gros, pendant 2 ans, tu n'as pas trop de vie, on va dire. Donc, voilà.
Et donc, tu te balades à Paris, tu vois des franchises, tu dis, ah, mais attends, ça a l'air cool et tout, t'appelles. Donc là, t'allais super vite, t'appelles, tu leur dis, ouais, j'aimerais bien faire ça à La Réunion. Ils te disent, ok. Ils me disent, faut bien nous voir déjà. Donc, j'ai été les rencontrer. Donc, déjà, ça fait une gage d'engagement, on va dire. Et après, vraiment, c'était une jeune franchise en métropole, donc elle avait quand même besoin de se développer. Et ils se connaissent un petit peu entre eux dans le monde de la restauration. Donc, il a pris contact avec une grosse enseigne qui existait déjà à La Réunion, qui lui a rassuré, allez-y. Donc, vous pouvez y aller, c'est un marché qui est à apprendre, etc. Donc, il est venu et il a été convaincu. Et après, du coup, la machine, elle est partie. Mais là, du coup, tu étais toute seule à ce moment-là? Non, on a toujours été associés. Ah, vous avez toujours été associés, d'accord. On a toujours été associés. Cette histoire d'associés, c'est... Cette histoire d'associés, c'est parce que déjà, je pense que solopreneur, c'est quand même compliqué. Et le fait d'être associé, ça te permet on est associés complémentaires, on va dire. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses la personne va être plus calée que moi et moi moins. Donc, le fait, c'est qu'on est complémentaires, on en sort avec des beaux résultats. D'accord, mais vous vous connaissiez avant? Oui, on se connaissait avant. D'accord, ok. Avant. Et du coup, vous étiez amis? Oui. Oui, et du coup, vous avez... Ah, d'ailleurs. Pour ça, je voulais pas le dire. Non, mais c'est juste pour savoir, du coup, vous avez pas eu peur, justement, de vous lancer là-dedans ensemble Non, parce que on est des gens intelligents, déjà. Nous, on nous demande ça, on n'a jamais répondu ça. Moi, je me laisse ça, et personne n'a fait. Merci. Non, parce qu'il y a toujours la crainte de dire oui, est-ce que ça marcherait pas demain, etc. Mais après, là où les choses ont été claires dès le départ, c'est si ça se passe mal, quelle est la porte de sortie? D'accord. Donc, pour que souvent des fois, c'est des divorces, après, comme ils se tirent dans les pattes, ça prend n'importe quoi, ça fait dans le business, c'est pareil aussi. Et là, non, les règles sont bien définies. Donc, demain, s'il y a une succession ou une session d'activité, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette question a été posée dès le départ. Donc, on a déjà la réponse. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est d'accord, on va dire, c'est toute la ligne ou la stratégie qu'il peut avoir. Après, vous êtes hyper rationnel quand même. Ouais. On dirait des grandes personnes. Oui, genre avec une vraie adulte qui... Genre, vous avez fait un pacte d'associés? Non. Ah ouais? Non, on l'a pas fait, mais après, c'est vraiment la confiance. Après, c'est quelqu'un que je connais depuis des années et des années, ce qui fait que quand on connaît quelqu'un, au bout de 7-8 ans, la personne, elle risque pas de changer. Donc, on connaît les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc, après, les choses sont claires. Donc, tant que les choses sont claires et surtout que comme on sait qu'il y a la complémentarité, donc on sait que sans l'autre, peut-être que ça risque pas de fonctionner pareil. Donc, c'est pour ça que ça se passe plutôt bien, on va dire, aujourd'hui. Ok. On pose trop de questions. Ok, et du coup, genre après, donc c'est bon, vous avez décidé, on se lance. Donc c'est, on va dire les marques. Hein. Ouais, tu peux. Ah oui. Donc du coup, c'est Fresh Burritos. Vous commencez. Et vous choisissez de vous-même à quel endroit vous allez le mettre, ou vous devez valider avec la franchise. Comment ça se passe exactement? Alors ça, c'était un long combat. Là, tout ça, j'ai l'impression que c'est hyper... Non, c'était pas simple du tout. C'était un long combat parce que à la base, moi, on souhaitait partir. On a fait beaucoup de visites, sur des fois les locaux qui sont au centre-ville, mais beaucoup de travaux, etc. Et on s'est dit, et c'est ce que le franchiseur quand même, il apporte sa perception, son avis. Il nous dit, si vous y allez en centre-co, c'est beaucoup plus simple. Comme c'est une nouvelle marque, donc la notoriété se fait automatiquement. C'est une carte de visite, un centre commercial. Évidemment, ça a un coût de départ. Et puis même, il faut s'adapter aux horaires du centre commercial et tout, non? Il faut s'adapter aux horaires. Après, je me rappelle très bien, c'était le centre commercial du parc, parce que on les avait un peu contactés partout. Et le centre commercial du parc, j'avais l'interlocuteur que j'avais eu, qui me disait à chaque fois, rappelez-moi vendredi prochain. Et sauf que moi, j'ai mis une alarme tous les vendredis. Pendant un mois, je l'ai appelé à 9h tous les matins, tous les vendredis. Bonjour, c'est toujours Nisma, est-ce que vous avez quelque chose de nouveau? Et après, je pensais, au bout de 2 mois, il me dit, vous savez, j'ai un local qui se libère, vous m'avez tellement harcelé, donc ok, je vais vous appeler en premier. Donc il y a ça qui est dispo, il y a autant de droits d'entrée, qui était quand même très très important. Et soit vous avez les capacités d'y aller,
Donc, moi, je vous ai appelé en tout cas. Donc, en gros, ne me rappelez plus. Ouais. Et du coup, on a visité. Et après, c'était des gros projets quand même. C'est des montants. Outre le droit au bail, il fallait les travaux. Donc, il fallait les apports, etc. Donc, c'était très, très costaud pour une première, on va dire. Et du coup, pour les apports, donc vous deux, vous avez apporté. Oui, on a. Est-ce que vous avez eu l'aide de la banque? Ah oui, bien sûr. Ah oui. J'ai pas honte de le dire. J'ai eu 4 refus bancaires avant d'avoir le 5e. Donc, Voilà. 4 refus C'est bancaires. alors que lâche pas. Alors Faut que pas nous- lâcher. Hein. Donc, 4 refus bancaires. Il y a même certains qui vous découragent carrément en disant. Bah, nous, on a eu que ça en fait. Ouais. Et je crois qu'on n'a pas été assez persévérante, peut-être. Alors, déjà, moi, j'étais dans la com, dans l'immobilier. Un bilan, je savais pas lire. Hein, donc, on apprend. On apprend à tout, comptablement, parce que quand tu vous posez la question, alors au niveau prévisionnel, le BE, vous en êtes où, vous voulez faire comment, sur combien de temps vous avez dégagé du cash flow. La première fois, j'ai fait le rendez-vous. La première fois, tu vois le truc. J'ai dit, tout est écrit. Sinon, c'était soit ça, ou sinon je demandais à l'expert comptable de nous accompagner, mais ça, on voulait pas. Et après, deuxième fois, je dis, bon, les questions vont revenir. Donc, on maîtrisait encore mieux. Et après, troisième et quatrième fois, franchement, je me dis toujours, il faut avoir, dans la vie en tout cas, si vous tombez sur les bonnes personnes au bon moment, ça change la donne. Et là, franchement, ça c'est de la chance ou la persévérance. Mais là, on est tombé sur quelqu'un qui venait d'arriver à la banque, qui nous a accepté de Paris. Elle connaissait le concept, comme par hasard. Ça faisait genre 2 semaines qu'elle venait d'arriver, donc elle comprenait ce qu'on lui disait. Elle nous disait, bah oui, ça a fonctionné. Mais si elle n'était pas là au bon moment et que c'était pas la bonne personne, et ça aurait pas passé. Donc le b.a-ba, c'est d'avoir la bonne personne. Et du coup, elle s'est approprié le dossier, elle s'est battue bec et ongle, et on l'a eu. Et franchement, c'est le prêt, on a eu les meilleures conditions, parce qu'on s'est développé aussi après, hein. Mais c'est les meilleures conditions donc qu'on a eues, parce que quelqu'un a cru en nous, en fait. Et donc, il faut avoir le bailleur qui croit en nous, il faut avoir le franchiseur qui croit en nous, il faut avoir la banque qui croit en nous. Après, on a été aidés aussi parce qu'on était créateur d'entreprise. Donc, on a été aidés par Initiative Réunion ou des aides à côté. Donc, tout ça. Mais ça, c'était des aides financières, Initiative Réunion. Ah, d'accord. Ouais, on a eu des aides financières. Là aussi, c'était tombé sur la bonne personne aussi. Et donc, tout ça, parce que comme c'était un montant quand même très, très important. Tu peux dire les chiffres, à quel point c'était important? Le premier, c'était 560 000 euros qu'il fallait d'investissement. Alors qu'on n'a jamais fait de la restauration avant. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que pour convaincre. Il faut y aller. Et souvent, des fois, on dit, vous êtes de la restauration? Non. On a la franchise. Voilà. Donc, c'est ce qui permettait de dire, ça apportait une valeur ajoutée aussi par rapport à ça. Donc, on a la franchise, donc ça permettait de passer des caps. Et après, dès que c'est parti le premier jour, voilà, ça a pas arrêté. Alors attends, quand le premier jour s'est passé, tout, quand ça s'est ouvert, t'étais comment? Toi, j'étais partout. Non mais t'étais excitée, t'avais peur, tu flippais qu'il y ait personne. Après, là, les franchiseurs, c'est un peu leur rôle aussi. Ils viennent à la réunion pour nous accompagner. Je me rappelle, j'avais fait les premiers recrutements. C'est mon premier recrutement de toute ma vie, on va dire, à la base. Et donc on faisait des speed dating, et je me rappelle, à l'époque on avait pris un CDI et 9 apprentis, que des contrats pro. Et maintenant qu'ils n'ont jamais travaillé dans la restauration, mais avec des profils qui nous ont convaincus par la motivation. Leur caractère, enfin la façon d'être. La façon d'être qui correspondait avec notre façon de travailler et notre caractère. Donc c'est des personnes issues de tout. Et l'équipe tous ensemble, c'est ce que je dis, il faut faire le chef d'orchestre. Donc l'équipe tous ensemble, ça a matché, la motivation était là, et comme le franchiseur était là le premier jour, donc le premier jour qu'on a lancé, c'est le premier jour qu'ils étaient formés, les gens. C'est-à-dire ils connaissaient les produits le premier jour. Donc il n'y a pas eu de test avant, on maîtrise ou quoi que ce soit, non. Et on n'a pas fait forcément de pub ou de com ou quoi que ce soit parce qu'on voulait faire nos erreurs. Oui. Là, il n'y a pas trop de monde. Exactement. Et le premier jour qu'on a ouvert, il y avait la queue de ouf, et
ça a cartonné et les employés ils étaient contents aussi parce qu'ils voient que ça prend. C'est après ça moi j'étais contente, tout le monde était content. D'ailleurs je le ressens. Et après il a fallu rectifier. Il y a toujours des rectificatifs à faire, comme le premier jour quelque chose de tout bête. On n'a pas pensé au fond de caisse, quoi. Donc, oui. Nous, on a eu un problème comme ça. C'était des questions tout bêtes, mais après, comme on avait des commerçants qui étaient à côté, avec qui on avait tissé des liens quand on était en plein travaux, qui venaient nous voir. Alors, 2 petits jeunes qui sont là du matin au soir, qui sont dans les travaux, qui voient qu'on est investi. Donc, pour eux, ça a tissé des liens. Donc, ils sont venus nous aider. Là, il y avait des rectificatifs à faire. Conseiller, on nous a beaucoup écouté. Donc, je remercie ces gens-là d'ailleurs. Et après, il y avait encore des modifications à faire, mais on avance, quoi. Et après, là où je suis contente, c'est que sur les 9 personnes qui sont apprentis, ils ont eu leur diplôme, 8 sur 9. Donc ça, pour moi, c'est quand même je serais pas, c'est une victoire, parce que c'est pas que des apprentis, en fait. Il faut que ils aient à la fin quand même un diplôme. Ils sont pas juste venus faire de la restauration. Donc ça, c'est un suivi qu'on a fait aussi avec eux. Et à la fin, ceux qui ont souhaité rester, ils ont évolué sur d'autres ouvertures. Ceux qui ont commencé l'exemple que j'ai, qui avait commencé, une fille qui avait commencé à employer polyvalente, qui a fini responsable de marque à la fin, quoi. Donc c'est pas juste les personnes, elles ont grandi aussi avec nous. Donc ça, c'est important quand on grandit, on fait grandir également les gens qui nous entourent, on va dire. Donc voilà. Ok, et du coup, le développement, donc ça c'est en 2017, le premier Fresh Burritos. Après, du coup, il y en a eu... Février 2017, et après, le but d'avoir une franchise, il demande quand même qu'on se développe. Mais sauf que pendant 2018, on n'avait pas d'opportunité ailleurs. Nous, vu l'affluence qu'il y a eu en centre commercial, on voulait rester en centre commercial. Et parallèlement, on a connu la marque Waffle Factory. Et on a été rencontrer Guillaume en Belgique. Et le feeling est très bien passé. Donc lui aussi nous a dit, on vous suit. Mais attends, tu t'es pas dit, je lance d'autres Fresh Burritos plutôt que reprendre encore une autre franchise? Je sais pas si c'est l'effet où on se dit, quand on sent on a le flair, il faut le prendre maintenant. Okay. Au fait, à l'époque, quand on avait fait la formation de Fresh pour lancer, on était parti à Lille. Après le rendez-vous à Lille, on avait connu cette marque Waffle Factory. On avait déjà rencontré le franchiseur à l'époque. Il nous avait dit, vous êtes en train de lancez. En gros, on voit ce que ça donne. Et c'est ce qui s'est passé. Après, il nous a recontactés parce que lui aussi, derrière, il avait des personnes dans la place qui voulaient prendre la marque. Mais comme le feeling est passé entre nous, il nous a prévenu en disant, voilà, je suis sollicité pour la marque à La Réunion. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je laisse la marque ou est-ce que vous voulez la prendre? Donc les choses sont faites un peu parallèlement. Et après 2018, on n'a pas eu d'opportunité. Enfin, 2018, on a eu l'opportunité au centre-ville de Saint-Denis. On a eu un local qu'on s'est dit, pourquoi on ne le scinde pas en deux et on lance les 2 marques côte à côte. Ça nous permet d'amortir pas mal de coûts et d'optimiser sur beaucoup de choses, les imports, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé en janvier 2019 les 2 marques à Saint-Denis. Et dès qu'on a lancé à Saint-Denis, les autres centres co on commence à nous dire, OK, on a les emplacements, faut y aller maintenant. 2019, fin 2019, c'était centre co de Cap Sacré-Cœur qui nous a dit, on a les emplacements, faut venir maintenant. Donc, on a lancé janvier 2019 et décembre 2019, on lançait Cap Sacré-Cœur. Mais du coup, à chaque fois, tu refaisais des prêts à la banque et ils suivaient toujours, en fait. Après, ils suivaient toujours dans le sens où... ils ont vu que le premier fonctionnait bien. Le premier fonctionnait bien. Et c'est le premier qui a permis, le résultat du premier, qui a permis de dire, OK, on vous ouvre les portes. Limite, après, j'étais content. Quand j'étais sollicité les banques, oui, on vous a refusé la première fois. Maintenant, on aimerait bien que vous travailliez avec nous cette fois-ci. C'est vraiment un rêve, j'ai l'impression. Oui, la roue, elle tourne, on va dire. Hein. Donc après la deuxième fois, ce fut ça, et on a choisi quand même d'autres banques partenaires parce qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, on va dire.
Et après, il y a eu le troisième qui a ouvert. Sauf que après, dans le lancement du deuxième qui était au centre-ville, on a rencontré notre bras droit, on va dire. Donc encore une fois, je dis, on n'a pas toutes les compétences. On n'est pas expert comptable, on n'est pas avocat fiscaliste, on n'est pas directeur. Voilà, on a nos métiers à nous. Et là, on s'est dit, ok, si on commence à partir dans le développement, comment on fait pour mettre les bonnes assises? Donc c'est là, en 2019 aussi, qu'on a rencontré notre bras droit qui travaille aujourd'hui toujours avec nous, Didier. Et on lui a dit, écoute, on a besoin de quelqu'un pour structurer tout ça. Donc lui, il était issu de la restauration, mais beaucoup plus expérimenté que nous. Donc on s'est dit, voilà. Et comment tu l'as rencontré? Parce que nous, ça a toujours été ça, on se disait toujours, il faut qu'on rencontre les bonnes personnes. Bon, maintenant c'est trop tard, mais... Non, c'était un concours de circonstances. C'était en 2019 quand on avait lancé celui du centre-ville. En juin, il y avait la fête de la musique. Et fête de la musique, c'était bien, on va dire. C'était très bien. Donc il y avait, quand on avait les deux marques, mon associé il avait pris un, moi j'avais pris l'autre. Et là, sauf pendant 8 heures, on est resté debout à courir. Voilà. Mais à ne pas lâcher, parce que ça, c'est des horaires jusqu'à 2-3 heures du mat qu'on n'arrête pas du tout. C'est une opportunité, il faut le prendre. Et c'est la première fois aussi. On savait pas comment ça allait tourner. Et Didier, il passait par là. Notre frère est passé par là. Il nous a vu travailler. Et je pense qu'il a dit déjà dans sa tête, bon, je pense que j'ai quelque chose à apporter ça à ces petits jeunes. Les deux dingues là dans chaque resto là. Je pense qu'il a dû se dire ça, mais bon. Après, on avait commencé à recruter déjà et il a postulé. Et c'était le premier candidat qu'on a eu et on a fait confiance. On a donné nos objectifs, comment on voyait les choses. Et lui, sa façon de voir les choses correspondait. Il voulait pas forcément des grandes structures parce qu'il était issu de grandes structures en métropole. Et sauf que lui, il pouvait pas apporter sa pierre à l'édifice, contribuer à la décision parce qu'il y avait toujours les hiérarchies qui fait qu'il faut attendre, avoir le retour d'eux, etc. Il crée pas de la valeur, on va dire. Donc c'est là qu'il m'a dit, si je vous rejoins, c'est pour vous accompagner, structurer, créer vraiment quelque chose et en faire un bon groupe, on va dire. Donc lui, il nous a rejoint en 2019, heureusement, parce que du coup, comme on devait lancer en décembre, donc lui, il était là en train de tout mettre les choses en place pour que ça tienne et qui nous accompagne aussi dans le lancement de décembre 2019. Sauf qu'après, on ne fait pas louper 2021, Covid, mars. Oh là là, le coup de massue. La basse. Pendant cette période du coup 2017 jusqu'à Covid, cette période-là, est-ce que tout était bien, tout? Ah mais oui. Attends. Non, là, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Après, j'ai envie de te dire, t'as quand même l'euphorie de lancement quand même. Ouais. L'euphorie de créer. Oui. Cette euphorie, on l'a toujours, mais une fois que t'as créé, il faut le gérer. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je dis, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et nous, on a cette personne aujourd'hui qui, du coup, on est une bonne équipe de 3. On sait qui fait quoi. Donc, et cette personne, elle est là dans la gestion quotidienne. Et elle aime ça. Faut trouver un Didier. Non, c'est quoi ce nom de poste en fait? Non, mais c'est vrai. Genre, moi, j'ai l'impression que c'est genre, c'est la logistique ou c'est le truc quotidien. Oui, c'est l'opérationnel. Voilà, c'est vraiment l'opérationnel. Il faut aimer, hein. Oui, parce que moi, j'aime pas. C'était ça qu'on avait vu dans notre expérience de restauration, c'était qu'il y avait toujours quelque chose à gérer chaque jour. Et on avait un resto, tu vois. Ça, il faut pouvoir déléguer. C'est le b.a.-ba. Il faut savoir déléguer. Après, il y a toujours des couacs ou des petits trucs à rectifier ou quoi que ce soit. Mais le b.a.-ba, c'est de déléguer parce qu'on ne peut pas être partout. Et à vouloir être partout, on fait pas les choses correctement, on va dire. Donc, nous, on a eu de la chance ou pas, je sais pas comment l'appeler, mais voilà, cette personne a été là. Et aujourd'hui, cette personne, ce qui est bien, c'est qu'elle aime ce qu'elle fait. Voilà, moi, je lui ai dit, je préfère faire ton métier. Moi, j'appelle ça les métiers. Ce que je dis, moi, je pourrais pas faire ce que tu fais. Donc, souvent, des fois, quand il y a des problématiques, comme hiérarchiquement, les choses sont très concrètes. Donc, quand on me demande, oui, ça, comment ça se passe, je dis, faut voir Didier.
S'il est pas là, je donne la solution. Je sais pas, parce que parfois, je pourrais me permettre de dire des choses. Sauf que lui, il aurait dit l'inverse. Donc, dans le management, ça aurait dit que je coupe, je passe outre lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien respecter qui fait quoi. Donc, s'il y a un sujet qui lui implique, faut le voir avec lui. Donc, et non pas parce que les employés, c'est un peu comme des enfants. C'est papa dit non, on va voir maman. Donc, c'est pour ça que chacun son rôle. Et oui, pendant ces années, c'était les meilleures années, on va dire. Oui, parce que du coup, même financièrement, vous aviez un CA qui augmentait d'année en année, du coup. Tout à fait. Évidemment, parce qu'avec les voitures de point de vente, les banques qui suivent, et à l'époque aussi, on a eu des prêts, des aides, Initiative Réunion qui nous a aidés une fois, qui nous a vu grandir. Franchement, on a un interlocuteur franchement, j'adore ce monsieur. Il vient chez nous, il me dit, franchement, je suis fier de vous. Quand vous ouvrez, vous venez, j'ai autre chose pour vous. Vous allez pouvoir faire tac, tac, tac. Et du coup, voilà, c'est les premières rencontres qui ont fait que tous ces gens, quelque part, ils sentent qu'ils ont contribué à quelque chose qui évolue et qui réussit, on va dire. Donc, ouais, c'est des belles années. Du coup, vous pouviez vous verser un salaire dès le début ? Oui, on pouvait. Mais après, moi, comme j'avais arrêté mon travail, j'étais aux acédiques. Donc, je ne l'ai pas fait. Et comme c'est un choix. Après, quand on vient de lancer, on est beaucoup dans le sacrifice quand même. Oui, c'est ça. Donc, c'est se dire que même si on peut, voilà, exactement. Et surtout que le premier bilan, il compte. Donc, c'est le premier qui va permettre de lancer les autres. Donc, dans le premier, il faut que tout soit bien, nickel. Il faut que tout soit clean. C'est celui qui va te permettre d'ouvrir d'autres portes, on va dire. Donc, d'accord. Donc, le Covid arrive. Ouais, le Covid arrive 2020. Donc, là, comme on était principalement en Galérico, donc ça a mis quasiment 2 ans avant que ça revienne aux normes. Parce qu'il y a eu les fermetures des galeries commerciales. Il y a eu après les jauges de nombre de personnes. Il y a eu après, on a eu ça a pris 2 ans pour que ça revienne vraiment aux normes. Mais sauf que 2 ans de chiffre d'affaires qui sont pas au rendez-vous, le PGE, il suffit pas, au fait. Donc, c'est ça. Donc oui, jusqu'à aujourd'hui, on m'a jamais rattrapé. Mais c'est un combat qui est quotidien. Aujourd'hui, c'est pas tout rose, mais on lâche pas. On suture, on se réinvente, on trouve des solutions, mais on baisse pas les bras. Et pour trouver les solutions, il faut donner la vision, on va dire. Que ce soit à notre niveau et que ce soit au niveau de toutes les équipes des restos. Et quand la vision est donnée, quand les troupes sont motivées, tout le monde y va ensemble. Parce que nous, si on reste à notre niveau de direction, on ne sait pas ce qui se passe ou quoi que ce soit, on peut pas motiver tout, on peut pas y arriver tout seul. Donc aujourd'hui, oui, c'est ce qu'on se restructure et on dit les choses quand ça va et quand ça va pas et comment on prend les avis aussi des employés parce qu'aujourd'hui le b.a.-ba c'est un peu problème sur le recrutement, on va dire, on va pas se voiler la face. Donc les gens, on essaie de stabiliser tout ça, on va dire. Et du coup, en 2017, c'était quoi ta vision quand tu as pris Fresh Burritos ? Toi, ton objectif de l'avenir, tu le voyais comment ? Enfin, tu vois ça comment ? Honnêtement, j'avais vu plutôt à ouvrir 3 ou 4 restos, grand max. C'est ça, tu t'es dit, je vais faire. Ouais, je m'étais pas dit, oui, on va prendre une deuxième marque, mais après, les opportunités viennent. C'est le premier pas qui est le plus dur, en fait. Une fois que le premier pas, il est franchi, ça ouvre des portes, vraiment. Ça, c'est, après, c'est limite les marques qui te sollicitent. Après, c'est à toi de dire, non, celui-là, je suis pas, faut rester quand même, terre à terre, parce que l'euphorie peut faire aller très vite. C'est bon, on va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller là-bas, et finalement, on se retrouve à être nulle part. Donc voilà. Et t'as un caractère plutôt, genre t'es impulsif, genre comme ça, t'aurais envie de prendre plein de trucs et que ton associé doit te canaliser ou c'est le contraire. C'est le contraire. Ouais, je pense que moi, je suis un peu plus fonce dedans. Ouais, c'est souvent la femme qui est plus... je suis un peu plus fonce dedans, après je réfléchis. Mais après, oui, on se complète là-dessus parce que la personne est plus posée. Mais après, je pense que je dirais pas impulsive, mais je dirais persévérante.
Comme je dis, ça peut être persévérante ou têtue, je dirais persévérante. Donc, je lâcherai pas. Parfois, on va me dire, t'es têtue quand même. Je dis, non, je lâcherai pas. Je suis juste persévérante. Je rectifie le terme. Et donc oui, ça, c'est ce qui fait aujourd'hui. Je dis, heureusement qu'on est parti au culot, parce qu'on n'aurait pas eu. Parfois, tu te dis, c'est trop grand, c'est pas pour moi. Et il faut essayer. Et ce qui veut dire essayer, il faut s'attendre à l'échec. Et il faut pas avoir peur de l'échec. Donc, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'échec va aller de plus en plus, d'étape en étape. Il faut monter un pas par un pas, par un pas. Par exemple, pendant le Covid, parce que c'était vraiment difficile. Ah oui. C'était quoi ton état d'esprit, en fait? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'en peux plus, je veux lâcher? Non. Non, parce que heureusement que les années précédentes, avant le Covid, nous a permis de traverser le Covid, mais nous a pas forcément permis de dire ok, d'accord, après le Covid, est-ce que ça repart? Les belles années, on les retrouve plus. Hein. Ça, il faut être clair et net. On les retrouvera peut-être pas, parce que la façon de penser les gens ou de consommer a changé, a beaucoup évolué. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se réadapte. Donc non, le Covid, c'était pas forcément le coup de massue, mais comme encore une fois, c'est la persévérance. On se dit non. Ça va finir dans 3 mois, ça va repartir. À chaque fois, on se dit 2020, c'était compliqué. On espère que 2021, ça va aller mieux. Oh, 2021, c'est compliqué. Mais sauf que c'est compliqué, mais c'est moins compliqué que la base, c'est 2020. C'était là le plus compliqué. Mais comme on s'améliore un tout petit peu en 2021, on se dit, 2022, ça va aller. Donc, c'est la persévérance et c'est la croyance aussi. Donc, en disant, oui, on va pas lâcher, il faut qu'on garde le cap, il faut qu'on se remette en question tout le temps, en disant, qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Etc. La concurrence aussi a évolué. Comme je dis maintenant, j'ai pas peur des concurrents qui sont autour de nous, mais il y a des nouvelles concurrences émergentes que là, on ne maîtrise pas, parce que qui ont des techniques qui sont différentes, qui vont aller plus vite grâce aux technologies qu'on a. Sauf que si nous, on se réinvente pas par rapport à notre façon de penser qui est plus ancienne, on va dire, avant le Covid, c'est pour ça qu'il faut qu'on se réinvente et qu'on s'adapte et qu'on arrive à avancer avec ça. Et là, vous avez carte blanche ou c'est vraiment toujours sous couvert de la franchise quand vous voulez faire aussi bien, si vous voulez faire des opérations de communication, des trucs comme ça, est-ce qu'il faut toujours demander à la franchise ou vous avez quand même une certaine liberté? Au début, c'était le cas. Parce que c'est ce que je comprends aussi des franchiseurs, il y a eu tellement de dérives, c'est pour ça qu'ils veulent maîtriser. Mais après, quand la relation de confiance s'est installée, donc après, là, aujourd'hui, on a une carte blanche parce que il y a des audits qui se font annuellement, tous les 2 fois par an même. Et quand ils viennent et qu'ils voient, on a des notes d'audit, on est noté. Quand ils voient que la qualité est là, les procédures sont respectées et qu'on veut bien faire, donc oui, là, c'est là que la carte blanche, elle se mérite. Donc oui, il y a la relation de confiance qui s'est installée. Après, au-delà de cela, si on gagne, ils gagnent aussi, parce que il y a des redevances de franchise qui sont derrière, on va pas se cacher face. Et du coup, oui, ils ont intérêt à ce que nous, on gagne mieux, on va dire. Okay. Donc tout est relatif. Donc maintenant, oui, on a une carte blanche quand on décide d'y aller, que ce soit des possibilités de communication, que ce soit des choix stratégiques. Après, on leur fait toujours part, on va dire. Ça, c'est logique. Et après, est-ce que vous êtes OK avec ça? OK, on y va. Tant que c'est pour nous gagner, ils sont gagnants. OK. Tu disais que vous n'avez pas retrouvé depuis le Covid votre rythme d'avant. Mais du coup, vous avez quand même rouvert... vous êtes venu dans le sud maintenant, dans ce grand centre commercial tout neuf de Saint-Pierre. C'était la grande excitation du sud. Ouais, c'était en 2022. Alors, sauf que le bail, il a été signé en 2019, avant le Covid. Ah, d'accord. Ouais, c'était très tôt parce que nous, on avait regardé. Hein. On a vu les prix, on s'est dit non, c'est mort. Après, comme j'ai dit, en 2019, c'est là où que tout le monde en train de dire OK, il y a ça qui les cellules là-bas, est-ce que vous êtes intéressés? Donc on s'est dit OK, on va dans l'ouest, on va dans le sud, on signe maintenant. Quand on signe en premier, il y a un peu le choix des cellules, on va dire. Donc c'est ce qu'on a fait, on a signé en 2019, sauf qu'après Covid, on s'est dit OK, 2022, on y va, etc. Comment on fait? Et on a pris le risque d'y aller.
Donc, on a pris les risques d'y aller. Et au moins, on s'est dit, on va dire que c'est le dernière ville. On était nord, ouest, sud, on verrouille et après on stabilise. Donc, on place, on va dire, nos billes à Saint-Pierre. Comme ça, c'est le marché de Saint-Pierre, il est OK. Et une fois que le marché de Saint-Pierre était OK, on se dit, OK, maintenant, on arrête de se développer. On structure, on prend de la hauteur, on ralentit. Il y a des choses à refaire, des choses à revoir, parce qu'après, on va se prendre tout ce qui va arriver derrière, l'inflation, le mode de consommation qui aura évolué, et voilà, les augmentations de prix, les imports bref, on s'est pris des claques. Et là, avec ce qui se passe, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, ouais, là, on a fait Saint-Pierre et après, maintenant, on rectifie les tirs, on ajuste là, il faut ajuster. Et du coup, vous voyez une différence dans la façon de consommer, aussi bien dans le nord, le sud et l'ouest? Oui, les gens, ils ont changé parce que par rapport à l'inflation, les gens, ils font des choix maintenant. Et quand ils font des choix, l'alimentaire, certes, et en premier, l'alimentaire basique, c'est les courses. Et après, tout ce qui dit resto, consommation, même restauration rapide, je dirais pas, ça vient en dernier, on va dire. Donc, dans leur mode de consommation. Donc, on n'est pas prioritaire. Donc, ce qui reste, ce sera le dernier. Et les gens regardent tout maintenant, ce qui est normal. Avant, où le ticket moyen était beaucoup plus élevé, maintenant, ça a baissé, sauf qu'on ne va pas les récupérer. Donc, après, soit on baisse sur la qualité, chose qu'on ne veut pas faire. Soit on réunit nos marges, c'est ce qu'on a fait. Et accepter de gagner moins, c'est pas grave. Mais là-dessus, pour cela, il faut tirer les ficelles de partout, on va dire. Oui. Donc, optimiser la masse salariale, la marge commerciale, etc. Mais partout. Renégocier des contrats. Donc, on va aller chercher ailleurs, on va dire. Et du coup, depuis le Covid, vous avez dû vous séparer de certains employés et tout? Non. Ah ouais. Non, on a gardé. Ils étaient en chômage partiel quand c'était le Covid. Non, on s'est pas séparé de nos employés. Après, il faut savoir aussi, je sais pas si vous avez constaté, la mentalité aussi a changé par rapport au salariat aussi. Donc aujourd'hui, les gens, je sais pas, c'est les nouveaux boomers, on va dire, de cette nouvelle génération qui n'a plus malheureusement les mêmes valeurs du travail, que je ne critique pas, mais voilà, c'est une nouvelle génération qui rentre. Une autre façon de vivre, en fait. Une autre façon de vivre, c'est pas pareil. Nous, on va demander, cette nouvelle génération va demander de finir, de faire 8h, 15h. Faut pas appeler après, faut pas m'appeler pendant le week-end, mes jours congés. Des mails, pas envoyer des mails à cette heure-ci. Enfin, après, je respecte parce que c'est le contre-coup des changements qui ont eu universellement, on va dire. Ah oui, ils s'écoutent beaucoup plus que ce que nous, on a eu l'habitude de faire. Exactement. Ils veulent mettre la limite, en fait. Ils veulent mettre la limite et ils veulent peut-être ne plus travailler juste pour un salaire. Voilà. Comme aurait pu faire nos parents, l'ancienne génération. Nous, on a la valeur du travail quand même, mais après, on arrive à équilibrer. On est entre deux, je trouve. On arrive quand même à équilibrer en disant, oui, les parents, ils ont travaillé très dur. Moi, j'essaie de trouver quand même un équilibre dans ma vie perso. Et la nouvelle génération, ils veulent pas de concessions. Donc, soit il y a le travail, soit je préfère voyager et de voir au jour le jour. Et on s'adapte. Et enfin, t'as pas remarqué, nous on s'est dit, on n'avait pas d'expérience en restauration non plus, donc c'était nouveau pour nous, mais enfin, c'est beaucoup de gens qui veulent genre des contrats, genre 6 mois, et puis après ils arrêtent. Ah oui. Et nous, en fait, la formation et tout, genre ça prenait du temps, donc tu t'investis, en disant, voilà, tu leur apprends toutes les recettes, tous les process. En fait, on t'investis en fait sur quelqu'un. On veut que ça devienne une symphonie tous ensemble. Et finalement, quand ça devient une symphonie, finalement. Là, du coup, je peux avoir les acédiques, donc, et ça me mettait dans un état, mais
Tu te rappelles? Ah ouais. Ah non, mais moi, même s'il me redemande de travailler, je veux pas, parce que je sais qu'ils pensent comme ça, en fait. Ils pensent assez dit, qu'ils pensent, je disais, ah, bah, t'étais à 24 heures, bah, c'est bon, maintenant, ça y est, on peut se permettre d'avoir un temps complet pour toi, donc on veut bien te passer à 35 heures. Donc, t'es trop contente de pouvoir aider la personne, et elle dit, ah non, je veux pas. Je gagnerai moins. Je comprends pas. Tu travailles plus, tu vas gagner plus. Non, parce que là, j'avais les aides, machin. Et elle me fait le calcul et je me dis, bah, je la comprends. Ah oui, je suis d'accord. Elle peut être avec ses enfants, travailler 24 heures et gagner plus que. Et moi, j'étais tellement heureuse de lui ouvrir un 35 heures. Après, c'est un peu aujourd'hui le combat du quotidien chez nous. Parce qu'il y a tellement de rotation. Mais tellement de rotation. Après, là où on n'a pas de rotation, on va dire, c'est les têtes, les managers des restaurants. Eux, Déjà, ça c'est bien. ça on fidélise. Parce qu'ils ont la même idée que nous, ils ont la même vision que nous. Donc du moment qu'on fidélise vraiment ceux qui sont des points clés, des points de vente, après en bas c'est à eux qui doivent aussi s'épauler des bons candidats. Donc après ils tombent toujours sur des candidats qui viennent pas tout court, qui viennent 2 jours après qui viennent pas, et ça c'est le pire, c'est parce que parfois on sait pas qui va ouvrir le point de vente. Moi je n'ai pas aux entretiens. Ah oui, mais moi j'ai vu ça qu'à la réunion. Oui. Genre je me dis mais c'est bizarre, on avait vraiment rendez-vous, genre je comprends pas. Et après j'étais habituée. Oui. Je me disais il y en a qui viennent pas au rendez-vous. T'as un entretien, genre un entretien de travail, c'est quelque chose. Et ben ils viennent pas. Je me dis bon ok. Oui, ça c'est quotidien. Heureusement qu'il y a Didier. Mais du coup, toi, tu les vois plus, tu vois pas. Enfin, tu fais. Si. Tu rentres quand même dans le processus. Non, dans le processus de recrutement, non, parce que je gère pas du tout le management, donc je prends pas le recrutement. Après, justement, parce que pour moi, dans l'esprit d'entrepreneuriat, pour ma part en tout cas, le plus dur, c'est la gestion du personnel, c'est-à-dire gérer les gens. Et ça demande tellement une énergie. Et au début, c'est ce que je faisais, parce que c'était nous les managers directs. Mais ça demande tellement, c'est le management, c'est d'intéressé, de connaître ses équipes sur le bout des doigts, de savoir ce qui se passe de leur vie, et les gens, ils en ont besoin de ça pour créer cette cohésion, on va dire. Et sauf que ça demande tellement d'énergie, parce que là, t'as des problèmes, et moi, je me dis, moi, je peux pas rester sans les aider, au fait. Exactement. Donc, comme je peux pas rester sans les aider, donc du coup, au lieu de faire mon travail, je vais essayer d'aider des problèmes qu'il y en a pas. C'est pour ça que aujourd'hui, je leur ai dit, ok, c'est quoi la gravité, l'échelle de gravité de votre problème, et je peux voir, sinon ça sert à rien que j'intervienne là-dessus. Donc du coup, dans le recrutement, où il y a un schéma, c'est-à-dire les responsables, eux, déjà, on fait confiance. C'est ce que je dis encore, outre qui est notre bras droit, on a tous les managers qui sont en bas, on délègue énormément. Après, tout ce qui dit délégué dit contrôle. Donc après, on a des chiffres clés, on a des logiciels, on a des points de contrôle, qui fait qu'aujourd'hui, on passe plus de temps dans le contrôle, dans la data, etc., que d'aller au cœur du problème, on va dire. Voilà. C'est ça. Nous, c'est superviseurs, non? Ouais. Voilà. Et malheureusement, plus on est là, plus ça demande. En fait, ce que je dis, il faut pas donner son omniprésence, il faut donner son omniscience. C'est-à-dire qu'ils aient pas besoin de toi, en fait. Si t'es pas là, est-ce que ça tourne? Si t'es pas là, ils savent gérer. Si t'es pas là, comment ils s'en sortent? Donc voilà, il faut c'est omniscience. Tu peux nous donner un peu, genre, une de tes journées, c'est comment, en fait? T'as quelque chose de précis ou c'est un peu... Alors, le matin, c'est la plage. Voilà. C'est ça d'être entrepreneur. Alors, je suis à bronzette, après, voilà. Mange une petite salade. Non, après, moi, je commence souvent des fois par le sport. Justement parce que je commence très tôt. Je commence vers 5 heures. Parce que c'est le moment où il n'y a pas de téléphone qui sonne. T'as personne pour te solliciter. Et c'est mon moment à moi, on va dire. Donc, j'ai pas de mail, j'ai rien. De 5 heures à 6 heures, 7 heures, c'est sport, etc. Après, j'enchaîne. Là, je regarde des problèmes.
Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui est pas là ce matin? Voilà, c'est exactement la question. Exactement, tu vois. Qui c'est qui est pas là ce matin? Qui c'est qui est malade? Qui c'est qui... Bref. Qui est marqué absent? Où est-ce que éventuellement, parce que malgré qu'on a quelqu'un, un bras droit qui est là opérationnellement, avec comment ça se passe, il se peut qu'il y a 2 points de vente qui aient besoin. Donc, dans l'opérationnel, on va dire. Donc, la première question, c'est que opérationnellement, est-ce qu'on a besoin de moi? Et souvent, des fois, c'est non. Mais vraiment, c'est des cas exceptionnels. Ça peut arriver peut-être une fois par semaine. Ah oui, là-bas, ils ont 2, parfois 3 absents par jour. Et là, on peut pas faire un service comme ça. Et la personne, elle peut pas se démultiplier. Donc, là, je dis, OK, je prends l'opérationnel. Donc, je viens, je leur file un coup de main. Et puis, moi, je trouve que ça permet aussi de connaître ses employés, salariés. Et comme je dis toujours, quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut donner l'exemple, l'exemplarité. C'est-à-dire quand j'y vais et que je bosse avec eux, voilà, je suis en train de faire la plongée avec toi. Donc, il y a ce gap qui s'enlève. Et du coup, ça permet de créer je dirais pas le respect, mais de dire, écoute, il n'y a pas de patron salarié, on va dire. On est tous ensemble, on est la team, on y va. Il y en a qui sont absents, c'est pas grave. On va y arriver, on va faire le perfect service, voilà. Et à la fin, voilà, on dégage. Vous avez fait autant, ils sont contents. Et le fait de dire, vous êtes venu travailler avec nous, ça modifie la perception aussi, que de rester dans son petit bureau, à dire je pilote de loin ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est s'il y a un problème. Et s'il n'y a pas de problème, après nous, on a une équipe qui est à Sainte-Marie avec le pôle gestion, on va dire, avec secrétaire, comptable, etc. Et là, c'est plus de la gestion, c'est-à-dire les chiffres. Et du coup, non, vous n'avez pas vous avez un bureau spécial? Ouais. Ah ouais, carrément. Il y a nos bureaux qui sont à Sainte-Marie. Après, le bureau, il est rattaché avec un entrepôt. Parce que tu sais, on fait de l'import aussi. Donc, il y a ça aussi qui est à gérer. Donc, là-bas, c'est vraiment de la gestion. Donc, là-bas, c'est quand tu arrives. OK, quelles sont vos questions? Là, tu passes une bonne partie de la journée à répondre aux questions. Oui, bon, ça, c'est de la gestion. Donc, c'est de la gestion. Après, aussi, c'est du management parce que j'ai envie de dire, le management principal qu'on fait, c'est la pôle gestion, en fait. Et c'est ce qui permet que tout le monde se passe bien en bas. S'ils ont des problèmes, des questions, tout est remonté. Donc, ce pôle-là, oui, je suis un peu plus régulièrement. Après, aujourd'hui, ça dépend. Pour moi, il y a la visio aujourd'hui. Il y a une question, il y a une visio. On n'est pas obligé d'être physiquement à un endroit, voilà, etc. Les problèmes peuvent se résoudre n'importe où. Après, il y a d'autres aspects que de la gestion, la communication, les imports, encore une fois. Et du coup, tout est tout ce qui vient de. Ah ouais, d'accord. Tout est centralisé là, et après, vous envoyez dans chacun de vos points de vente. Exactement. Tout est centralisé. Et après, voilà, faut toucher à tout, on va dire. La comptabilité, le marketing, la communication. Oui, parce que ça en fait quand même 5. T'as déjà quelqu'un qui s'occupe que de la communication et tout, ou c'est toi qui gères ça? Au début, c'est moi qui gérais, mais après, sauf que moi, j'ai des études qui étaient à l'ancienne, hein, tu sais, limite des encarts publicitaires, tu sais, sur la presse, quoi, tu vois. Après, il y a eu le boom d'Internet, etc. T'es arrivé à peu près. Voilà, et moi, je me suis pas forcément recyclée. Si, quand on a ouvert les premiers points de vente, j'ai commencé à me recycler. Mais après, il y a les KPI qui arrivent, il y a les réseaux sociaux qui prennent l'ampleur. TikTok, par exemple, je lis pas, moi. Donc, c'est trop, moi, je comprends rien. J'ai l'impression que c'est trop pour les jeunes, quoi. Il y a pas mal de choses, je ne suis pas à la page, et si on n'y va pas, on n'y sera pas. Ouais. Donc, c'est ce que je dis, la réorganisation aujourd'hui avec le temps dans lequel on est. Donc voilà, maintenant on a quelqu'un qui est en freelance avec qui on travaille en partenariat et que elle gère cette partie KPI que nous on n'a pas les connaissances. Comme je dis toujours, il faut prendre les meilleurs dans leur domaine. Donc on les a pris, c'est elle qui gère. Et après on donne l'objectif, qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Et après on échange aussi. Ce qui est bien, c'est que dans l'échange, on apprend aussi énormément. Donc il y a des choses que je connaissais pas. Ah, ok. Donc voilà, on apprend chacun à l'autre, quoi. D'accord. La communication, c'est ça. Et tu regardes tous les soirs le CA, enfin ton chiffre du jour et tout? Les week-ends.
Pas la semaine, les week-ends. Pourquoi? Parce que les week-ends, on aime bien les challenger. C'est-à-dire, le week-end, pourquoi c'est toute la journée? Parce que comme ils sont en plusieurs points de vente, et suffit de dire à 14h, le matin, on donne le tempo de la journée. Et après, à 14h, ah, tu as vu Sainte-Marie devant vous. Donc, on envoie le résultat après. Donc, on dit rendez-vous ce soir. Donc, souvent, des fois, c'est le week-end qu'on challenge les équipes et ils aiment ça aussi. Donc, tu es complètement transparente par rapport aux chiffres et tout avec tes employés. Oui, parce qu'on les implique. D'accord. Ce que je dis toujours, il n'y a pas de juste tu sais faire ci ou faire ça. On forme énormément. Et on forme à ce qu'ils puissent grandir. Et les gens, je suis contente, ils grandissent, ils savent c'est quoi un food cost, enfin, ils s'impliquent, ils savent comment gérer la masse salariale, ils savent comment gérer leurs achats. Pour cela, il faut déléguer. Pour déléguer, il faut former. On forme, on délègue. Quand ils comprennent pas, ils posent la question. Et après, on leur fait monter encore et encore en compétences. Ceux qui sont rentrés, qui ne comprenaient rien du tout. Et aujourd'hui, ils ont évolué et on est capable d'avoir des langages, on se comprenne. Et surtout, comprendre quand on demande quelque chose, pourquoi on le demande. Donc, c'est pas juste un ordre, au fait. Si on demande ceci, c'est parce qu'il y a tous les retombées derrière. Donc, c'est pour ça que quand ils comprennent, c'est plus facile que les actions sont derrière. Donc, oui, ils sont bien appliqués. Okay. J'ai de la chance. Et tu peux donner tes chiffres ou... Non. Ah non. Ah oui. Ok, c'est bon. Même sur Pépaz, j'ai les enlevés. Ok. Tu as dit que les 2 premières années, tu étais à fond. C'était vraiment que focus. Là, maintenant, tu arrives à trouver vraiment un équilibre, ta vie perso, ta vie pro, tu arrives à... Genre partir en vacances. Ouais, ou c'est toujours comme du non-stop, en fait. Non. Parce que la structuration a été faite de genre que je ne suis plus indispensable. Et la partie qui est dans ma partie de gestion à moi me permet de le faire, comme je dis toujours, avec un ordinateur et un téléphone. Donc après, je travaille beaucoup en visio, j'ai pas à être physiquement là. Après, j'ai une autre passion qui est le voyage, donc du coup, dès que je peux, je le fais. Mais après, comme je dis, quand je rentre, là, je fais 12 heures par jour. Donc après, c'est quand je pars, je serai pas pour me ressourcer parce que je suis quand même ressourcée aujourd'hui, là où je suis. Mais j'arrive à trouver l'équilibre. Après, je n'ai pas de contrainte aussi de... Genre quand t'es en vacances, tu regardes tes chiffres. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Possible. Moi, je pourrais jamais, de toute façon. Non, ça, on lâche pas du tout. La première chose que quand je suis pas là, c'est avoir Internet pour voir ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, c'est avec les WhatsApp, quoi que ce soit, on sait absolument, même si on délègue, on sait absolument ce qui se passe à l'instant T dans tous les points de vente. C'est-à-dire, on a un WhatsApp avec tous les points de vente. Par contre, c'est ce qu'on me reproche. Mais sinon, tu réponds 3 jours après, ou tu réponds jamais au téléphone. C'est parce que je peux avoir 200 WhatsApp par jour. Je dis, bon, ça, je vais peut-être pas regarder ça. Après, je regarde d'un coup, je dis, bon, ok, et je refuse de répondre juste pour répondre. Souvent, des fois, il y a des problématiques ou des questions qui sont plus pertinentes. Et en fonction de ta réponse, ça peut impacter les gens. Donc, pour cela, je dis, ok, ça, je vais pas répondre tout de suite parce qu'il faut formuler, parce que tu sais, tout ce que je dis, les mots, ça importe. Donc là, je vais prendre un peu plus de temps, ou sinon, voilà. Mais du coup, t'es pas si impulsif que ça, parce que tu raisonnes toujours avant, je trouve. Oui, avec le temps, ouais. Mais j'ai l'impression que t'as travaillé un peu sur toi. Avec le temps. Non, parce que ça se voit, parce qu'elle a dit, là, je me dis, attends, là. Oui, elle s'oblige à se mettre dans cette petite. Ouais, mais du coup. Petit recul, quoi, tu vois. Je sais pas, soit c'est en la sagesse en vieillissant, soit que tu as travaillé sur toi, soit ton associé ou tes associés t'ont dit, là, il faut que tu sois moins, avec les équipes, moins truc. Parce que tu sais, des fois, t'as une question, t'as envie de répondre tout de suite, comme ça, c'est fait, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas forcément que j'ai perdu là-dessus, mais je réfléchis plus parce que j'estime que ce soit un message positif ou négatif,
malheureusement, je l'ai appris du négatif, qui peut être des choses qui peuvent être contraignantes. Donc, sous l'émotion, les mots, tu peux les regretter après. Donc, que ce soit la colère, la tristesse ou autre. Donc, de par ça, je me dis, avant de parler, faut réfléchir parce que les mots, ça pèse. Donc, du coup, je l'applique dans tous les domaines, que ce soit perso, pro. Je réfléchis mieux, mais je réponds un peu plus tard. Vraiment posé quand même, je trouve. Non, mais C'est vrai ce que tu disais au début. C'est pour ça que là, au fur et à mesure, ça me change. Non, mais c'est vrai que quand la première fois que tu vois quelqu'un, t'as une perception de la personne. Et Oui. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au bout de la truc, tu as l'impression de connaître beaucoup mieux la personne. Oui, tu apprends à connaître. Mais genre, imagine, il y a une journée où vous n'avez pas fait beaucoup de chiffres et tout. Toi, tu réagis comment? Pleure, crie, est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu te dis, genre, c'est comme si le monde s'écroulait ou non? Enfin, Alors, non. Parce que jamais depuis. Non, parce qu'à chaque fois, on se dit, je regarde le résultat à la fin du mois. D'accord. Certes, on n'est pas au rendez-vous sur le CA sur l'instant T, mais oui, on va y arriver. Et c'est justement un mois, souvent le mois de novembre. Par exemple, un mois où ça marche pas bien du tout, c'est le mois, quoi. Ça, on anticipe. On anticipe dans le sens où c'est là où on réduit les voilures, on va dire. C'est-à-dire, les employés, c'est là qu'ils sont souvent en vacances. Donc, il y a tout ça qui fait que on met en place, on sait que le mois de novembre va arriver. Si jamais il y a un départ, on remplace pas. Sauf qu'après, il faut anticiper le mois de décembre aussi. Donc, il y a tout ça qui fait, après, il y a des mois qu'on est accepté. Pareil, là, tu me parles de jours. Après, moi, je dis le mois. Après, je me dis, il y a des mois aussi que je me dis, on n'y est pas au compte, mais on va voir sur l'année. Donc, et après, en général, sur l'année, on retrouve nos chiffres qui n'ont pas été sur un mois, etc. Tout en sachant que, comme les primes sont accordées en fonction du chiffre d'affaires aussi, quand ils n'ont pas fait sur un mois, ils se sont loupés, ils sont pas pénalisés parce qu'ils ont l'année en se disant, un mois, on a excellé. Donc, ça compense le mois d'après. Donc, du coup, tout le monde, comme je dis, tout le monde doit y gagner, au fait. Donc, c'est pour ça les employés, ils sont motivés jusqu'au bout de l'année. Parce qu'ils gagnent en fonction du chiffre d'affaires. Mais de celui qui a pris la commande. Par exemple, c'est moi qui suis à la caisse, donc c'est moi qui... Non, c'est l'équipe qui était là à ce moment. L'équipe, en fonction de ça, il y a le responsable aussi. Il y a des paliers de primes. D'accord. Avec des variables qui sont sur la MO, le food cost ou le chiffre d'affaires. Voilà, il y a des variables qui fait que, comme on dit toujours, si on gagne, il faut que tout le monde gagne avec nous. Ouais, c'est ça, c'est motivant en fait. Donc ça va du responsable jusqu'à l'employé polyvalent, tout le monde doit y gagner, on va dire. Ok. Et quand tu étais petite, tu te disais que tu allais faire quoi? Alors, quand j'étais petite, je voulais faire actuaire. Je me sens un peu inculte. Quand j'étais petite, j'avais 15 ans parce que après j'avais commencé mes études dans ce sens. Et je voulais être actuaire, c'est-à-dire c'est un peu un business analyst qui travaille pour les banques, qui évalue les risques pour les assurances, etc. Et pourquoi? Parce que j'étais douée en maths. Ah oui, d'accord. On avait cherché. J'étais douée en maths et c'était mon prof à l'époque qui m'a dit il faut que tu fasses actuaire. Et j'avais 15 ans, je dis je sais pas moi quelle étude il faut faire pour y arriver. Donc il m'avait donné tout le cheminement. Et j'ai pas pu pour les raisons dont j'ai évoquées avant. Et quelque part, je me dis avec l'IA, heureusement que je n'étais pas ça, parce que c'est un métier. C'est ça, moi j'allais dire qu'il demande direct à chat. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'IA, c'est des métiers qui sont amenés à disparaître. Et comme je dis toujours, j'ai un dicton dans la vie qui dit que tout arrive pour une bonne raison. Tout arrive pour une bonne raison. Donc du coup, quand c'est des choses que tu n'as pas pu avoir, tu te dis, je sais que devant, la raison, elle va arriver. Et à chaque fois, je me suis dit ça. Sauf celui-là, je viens de le savoir, ça date de 20 ans, donc la actuaire. Mais à chaque fois, je me suis dit ça, effectivement, ça te donne une résilience qui fait que tu acceptes la situation et tu te dis, OK, ça va aller. Demain, c'est qu'il y a mieux pour toi demain. Et ça s'applique dans le business, ça s'applique dans les relations personnelles. OK, ça n'a pas marché, je sais qu'il y a meilleur devant, on va dire. Donc, et on avance.
Et du coup, quand tu as perdu ta maman, t'étais déjà dans cette optique-là où tu te disais, ben, c'est arrivé, ok, c'est triste, enfin, t'étais triste et tout, mais t'étais déjà dans cette optique, ça devait arriver pour une raison et j'avance ou parce que t'étais jeune. Ouais, j'étais jeune. Et ma mère, elle est partie brusquement quand même. Elle s'est endormie dans son sommeil, en fait. Sans maladie? Non, sans maladie. Elle s'est pas réveillée Et vous avez jamais su pourquoi? Non, jamais su. C'est après, elle était hyper jeune aussi. Maman, elle avait 60. Et j'ai eu des parents très vieux, c'est-à-dire ils nous ont eu très tardivement. Mais après, vu qu'ils nous ont eu très tardivement, ils nous ont dit depuis toujours, les enfants, parce que j'ai une grande sœur, les filles, il se peut qu'on soit pas là pour le bac. Il se peut qu'on soit pas là pour votre mariage. Vous n'aurez pas de papa qui va vous ramener à l'hôtel ou quoi que ce soit. Mais on vous donne toutes les armes pour la vie. Donc, genre, elle avait quel âge? Depuis tout petite. Non, mais vous avez combien? Maman, elle avait 60 ans. Donc vous aviez 40 ans d'écart? Ouais, un peu. Ouais, ma mère, elle nous a été quasiment. Après, c'est ce que je remercie mes parents parce que c'est un peu mon moteur à moi, c'est eux. C'est l'éducation qu'ils nous ont donnée, les forces, les armes. On n'a pas eu une enfance comme tout le monde, on va dire, parce que les parents qui sont un peu âgés, donc qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ben, c'est la télé, c'est le journal papier, c'est pas le vélo, c'est pas la natation, donc c'est pas des activités à l'époque déjà. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et les parents nous ont eu tardivement d'une et de deux. Moi, je ne regrette aucunement. C'est-à-dire, souvent des fois, on parle de mes parents. Je dirais pas j'ai de l'émotion, mais moi, je suis plutôt contente pour eux. Parce qu'ils ont eu une vie, ils ont beaucoup voyagé, ils ont vu le monde, ils ont décidé à leur époque, qui était une génération encore, où on a l'âge de devenir grands-parents. Ils ont quand même décidé de devenir parents très tardivement, mais ils ont profité de la vie. Ils ont profité de la vie, après ils ont pris leur retraite, ils avaient les enfants, ils nous ont donné les armes, et aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux, je suis là, quoi. Pendant tout le truc, j'ai cru que t'étais fille unique. Non, j'ai une grande sœur. Vous êtes deux, du coup. J'ai une grande sœur, et après... Et là, du coup? Non, ma grande sœur, elle habite à Maurice. Ah, d'accord. Elle est restée là-bas, elle. Et après, ma mère, ben oui, j'avais un petit... Enfin, c'était quand même pas simple, parce que pas de maladie. Ouais, mon père qui m'appelle, qui me dit, il faut que tu rentres. Maman est pas bien, donc... Et voilà, on apprend. Et sauf que après, je pense que mon père, il est un peu parti aussi par chagrin, parce que franchement, ils étaient très liés, ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Mais après, je rentrais régulièrement et mon père est venu régulièrement chez moi, et ça nous a permis de nous rapprocher aussi que père et fille. Et après, voilà, mon père m'a donné tout ce que, pas m'a donné, mais m'a instruite toutes les valeurs et toutes les armes, on va dire, données pour l'entrepreneuriat. Par exemple, il était déjà dedans et à 15 ans, je travaillais avec lui. Donc, voilà, je suis rentrée dedans parce que je voulais aider mon père qui vieillissait. Donc, je suis restée, je l'aidais, je faisais ses comptes, bref. Et, oui, donc tu étais quand même oui, j'étais hyper mature. Oui, j'avais bossé avec lui et du coup, il me demandait aussi qu'est-ce que tu voulais devenir. Donc, voilà, il me dit, OK, avance, quoi, tu vois. Après, de poursuivre aussi. Sauf que après, j'ai dû rentrer parce qu'il a été malade. Et... Donc, tu as quand même eu le rôle quand même de beaucoup de t'occuper quand même de tes parents, enfin en tout cas de ton père. De mon père, oui, parce que sa maladie a duré quand même 9 mois. Mais il a eu un cancer, Alzheimer, et c'était crescendo, au fait. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est quand même une figure, mon père, c'est une figure paternelle très forte. Et devoir dégrader la personne, c'est quand même très dur. Et de devoir à la fin, parce que mon père, c'était ses filles, donc il s'accrochait. Il s'accrochait jusqu'au jour où tu lui dis, je pense qu'il faut que tu partes. C'est bon, on va s'en sortir. Parce que c'est dur quand même. Parce que c'est dans des états, la personne elle est plus là, elle reste, et tu vois qu'elle reste, elle souffre, mais elle veut rester pas pour lui au fait. Et du coup, oui, tu rassures et tu dis, on va s'en sortir, t'inquiète. Tu me regarderas de là-haut, on va dire. Et c'est ce que j'ai toujours, j'ai ma petite étoile qui est toujours là et qui sera toujours là. T'as toujours eu le rôle de la forte, en fait. T'as dû prendre ce rôle-là quand même. On devient parce qu'on a été éduqués un peu comme ça, on va dire.
Après, on est dans une famille éduquée à l'ancienne aussi. C'est-à-dire, on lâche pas la famille, on s'épaule, quoi qu'il en soit, et on avance, quoi qu'il en soit. Après, mes parents étaient beaucoup dans la religion. Donc, ce qui fait que quand il y a quelque chose quand même qui n'était pas bien, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Et comme on voit partout dans le monde, quand il y a la guerre, ils s'accrochent à quelque chose. Et pour cela, nous, on l'appelle la religion, d'autres l'appellent la spiritualité. Il y a des mots qui sont différentes, mais on a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose. Et moi, c'est ce que je me dis. J'ai ma bonne étoile qui est là, quoi qu'il en soit, donc il faut avancer. Et du coup, toi, tu suis une religion ou... Alors, je suis croyante, mais pas pratiquante. Pourquoi je dis ça? C'est que mes parents étaient très pratiquantes, très pratiquants. Mais il y a des choses juste dans cette religion que je trouvais pas logiques. Et moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Et non pas dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ben, pourquoi? Quel est le but? Et j'étais beaucoup dans ce questionnement. Je dis que ma sœur, par exemple, elle a suivi totalement ce chemin, donc très pratiquante, alors que moi, je dirais plutôt que je suis plus dans le côté spirituel, c'est-à-dire je sais que ça existe une force supérieure, où ça existe, comme je dis, la bonne étoile. Il y en a d'autres qui vont l'appeler Allah, l'autre qui va l'appeler Jésus, l'autre qui va l'appeler Shiva, l'autre qui va l'appeler Bouddha, mais pour ma part, c'est tous la même chose. Donc après, on a tous besoin de cette croyance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, moi, je dis, je crois en quelque chose, mais je ne sais pas comment l'appeler. Donc, et ce qui fait que c'est ce qui te permet aussi, quand c'est compliqué, tu te dis, oui, c'est bon, il va m'aider. Est-ce que tu peux... C'est sûr, je me dis toujours que quand il y a un problème, je me dis, ouais, tu te raccroches. C'est toujours dans ces moments-là où c'est le plus. Je me dis, ceux qui n'ont pas la foi en peu importe quoi, ça doit être tellement dur parce que tu sais pas à quoi t'accrocher aussi. Tu sais pas à quoi t'accrocher. Après, ce que je dis aussi, c'est que à l'époque, quand j'avais mes parents, c'était un peu mes rocs. Et le roc, c'est quoi? C'est que tu tombes, ils sont là, tu vois. Et mon père, c'était ça. Je tombais, j'avais pas peur. Je dis, papa, c'est bon, il va venir. Mais maintenant, t'as plus le roc. Tu fais quoi? T'as besoin de t'accrocher à quelque chose. Et moi, je m'accroche quand même à eux. Je me dis, bon, si m'arrive ça, c'est parce que il faut peut-être que je ralentis. Si j'ai pas ça, peut-être qu'il y a mieux devant. Si ça se passe mal, c'est parce qu'il y a peut-être une bonne raison. Donc, ce qui fait que ça permet de relativiser beaucoup, en fait. Donc, ouais. C'est les croyances. Ah bah dis donc. Et rien à voir, mais t'as jamais voulu lancer un de tes concepts à Maurice, du coup? Si, j'ai eu la proposition quand même. Et ta sœur ne veut pas rentrer dans l'histoire et non. Ah, vous n'êtes pas comme ça là. On a 2 vies différentes. Elle, c'est plutôt femme au foyer, 5 enfants, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, tu n'as pas d'enfant? Non, j'en ai pas. Et moi, on n'est pas du tout dans le même choix de vie. On n'aurait pas le temps, de toute façon, je pense. Donc, ça vaut pas. 5 restaurants, 5 bébés. Donc, non, il y a ça. Après, malgré tout, il faut être présent. Comme dans tout business, il faut de la présence. Même ici, même si on n'est pas tout le temps présent, mais une fois par semaine, je fais la tournée quand même. C'est même s'il y a des remontées, c'est quand même pour dire qu'on est là. Et surtout voir aussi nous-mêmes comment ça évolue aussi dans l'entourage, qu'est-ce qui se passe en termes de projet, qu'est-ce qui avance, etc. Donc oui, et ça, là-dessus, on est resté quand même très terre à terre. Donc c'est-à-dire, on se doit dans la semaine et on fait tous les points de vente. Non, je peux pas aller à Maurice. Ouais, c'est clair. Faut pas exagérer quand même. Voyage d'affaires, mais bon. Mais là, t'as envie d'avoir de nouvelles enseignes, de nouvelles franchises ou... Non, pour le moment, il n'y a pas de projet, on va dire. C'est pas faute d'avoir eu des propositions, on va dire. Les propositions sont là, mais on a tellement encore besoin de comprendre ce cercle qui se passe. Parce qu'il y a énormément de changements qu'il va falloir qu'on s'adapte, voir qu'est-ce qui arrive, même si on est avec des franchises. Ouais, c'est ça que je me dis. Ils sont tenus, on va dire, de voir ces évolutions qui arrivent. Même si on a des franchises, il faut qu'on prenne il y a un wagon qui se passe en ce moment, il faut qu'on prenne le wagon. Et pour cela, si on part encore en développement, est-ce que on prend pas des risques, au fait? Et qui dit développement aussi, dit il faut repartir en trésor.
Et les banques aujourd'hui en restauration, c'est une activité qui ne plaît plus, on va dire, aux banques. Et elles sont frileuses là-dessus, ce qui fait que ça demande de la trésor. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus en train de sécuriser la trésor parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui va se passer parce que... Est-ce qu'ils vont pas nous prendre un nouveau Covid ou une nouvelle guerre, etc. Donc du coup, t'es plus en mode ok. On alerte. Tu gardes les réserves. Exactement. Tu te dis, on garde les réserves, on sait pas comment ça va se passer. Et on prend du recul, et on attend de voir comment ça se passe. Mais depuis 2022, maintenant, le CA, il monte. Il est en progression. D'accord. Il est en progression depuis 2020, parce que c'était l'année, la pire année, on va dire. Il est en progression, mais par contre, c'est pas parce que le CA est en progression que la marge est en progression. Tu vois. Nous, en tant qu'entrepreneur, on regarde en bas de la ligne. Ouais. Et en bas de la ligne, on n'est pas forcément au résultat qu'on aurait aimé retrouver avant le Covid. Mais on se bat pour stabiliser ce résultat. Parce que le CA, il augmente, mais tout augmente aussi à côté. Que ce soit le salaire, que ce soit les achats ou quoi que ce soit. Tout augmente. Donc là, on stabilise vraiment le bas de la ligne. On cherche même pas à aller gagner plus ou quoi que ce soit. On veut pas que ça descende. Donc, et là, c'est des luttes constantes tout le temps. Et parfois, t'as pas eu des moments où c'était du trop plein, en fait, aussi bien mentalement, où tu te disais non mais là je suis proche du burn-out, je peux plus. Ou est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où c'était vraiment, t'avais l'impression d'avoir la corde au cou et que t'étais vraiment, tu vois, aussi bien mentalement que physiquement. Si, il y a eu des situations. Il y a des situations que j'ai eues, je dis putain mais voilà, excuse-moi, on va jamais s'en sortir. Il y a eu des situations qui sont comme ça, mais dans ces cas-là, je me réfugie parce que c'est quand même des idées, je serais pas des idées noires, mais des pensées négatives en disant je vais pas y arriver, c'est pas possible, on a tout fait quoi que ce soit. Et là, je me rappelle. Comme je cours pas mal, je prends mes baskets, je vais courir. Et là, je dis, bon, je cours, je reviens, je remets les idées à ok, d'accord, il y a ça. Souvent, des fois, quand il y a un trop-plein, la meilleure des choses à faire, c'est prendre un stylo et écrire. C'est quoi les problématiques? Et souvent, des fois, quand on met des mots sur les pensées, on se rend compte, c'est pas si grave que ça, en fait. Donc, c'est des pensées qui prennent des ampleurs qui sont beaucoup plus graves. Et là, en mettant des mots, ok, là, par rapport à ces problématiques, quelles sont les solutions? Une fois qu'on met les solutions en face, on dit, ok, comment je fais? Solution A, elle ne marche pas. Solution B, quelles sont les possibilités? Et on trouve des solutions, honnêtement. On a toujours trouvé des solutions. Et cette méthode, je l'adapte à chaque fois, tout le temps. Dès que je vois que c'est un trop-plein qui arrive, ok, prends de la hauteur, pose tes idées, pose tes solutions. Ok, ça marche pas le premier, ce n'est pas grave. Il y a une deuxième, c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est de dire qu'il y aura des échecs et des échecs, mais on n'arrête pas. Donc, non, et par contre, j'en connais autour de moi des entrepreneurs qui ont connu ces burn-out, et franchement, c'est pas aidé au fait parce qu'ils sont tout seuls. C'est ça, c'est dur Ils sont tout seuls et sauf que j'ai la chance. Déjà, on est associés, donc on n'est pas solopreneurs, on est entrepreneurs tous les deux. Donc déjà ça motive. Et après, il y a les équipes. Il faut pas avoir peur de dire, écoutez, il y a un problème. Souvent, des fois, les entrepreneurs, ils vont garder le problème parce que c'est comme si un problème, c'est vu comme un échec pour eux-mêmes. Donc, c'est l'ego, c'est quelque chose, je sais pas. Mais quand ils voient qu'il y a un problème, ils gardent pour eux en disant, c'est moi qui ai mal fait quelque part. Alors que c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on maîtrise pas. Et d'en parler autour de soi, de pas avoir dire, ok, j'ai ce problème. Et souvent, des fois, quand je l'ai fait, de bouche à oreille, ou sinon, je tombe sur des personnes aujourd'hui qui m'ont donné des solutions en me disant, pourquoi t'as pas pensé à ça? Tu vois, tu pourrais faire comme ça, tu pourrais faire ainsi, etc. Et c'est ce j'ai dit, ah oui, en effet. Et du coup, on prend des petits pas par petits pas et on avance et on trouve le bout du tunnel, on va dire. Mais il faut que les entrepreneurs puissent en parler, au fait. Eux, ils ne le font pas souvent. Ils gardent tout et ça, c'est compliqué. Ouais. Du coup, tu as un cercle d'entrepreneurs avec qui tu peux discuter, toi, ou avec ton associé, ça suffit
Oui, après, moi, j'ai pas honte de poser des questions. Hein. Il y a pas de questions bêtes. Donc, souvent, des fois, je pose des questions à ceux qui, pour moi, connaissent mieux que moi. C'est-à-dire, ils sont déjà dans la place, ils connaissent. Je lui dis, comment tu aurais fait, toi, parce qu'ils ont l'expérience. Et souvent, des fois, mes amis autour de moi, ils ont plus d'expérience que moi. Après, je tape à toutes les portes possibles. Aujourd'hui, je me rappelle quand on avait des situations compliquées, après le post-Covid, je savais pas c'est quoi un médiateur, par exemple. Ben, j'ai tapé la porte à un médiateur, je dis, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Et ils sont arrivés. Ils avaient des gens, des contrats à revoir, etc. Mais pour cela, je ne savais pas. Donc, il faut se renseigner et dire, oui, il existe ça, et on avance. Et à chaque fois, on apprend. Il y a tellement de choses au fil des années qu'on apprend et avec du recul, je dis, waouh, ça fait 10 ans quand même. On est passé de là, on a connu ça, on a connu ça. On remonte, on redescend. On se restructure aujourd'hui des choses que je savais même pas comment. On a grandi petit à petit sans trop structurer le groupe. Je serais pas intelligemment parce qu'on n'a jamais pensé. Aujourd'hui, on me dit bah non, il faudrait faire comme ça, il faut aller sur l'optimisation fiscale ou ça, vous devez penser. Donc du coup, voilà, on part d'une autre dimension qui est optimisée de tout ça en fait. Ok. Bon, t'as autre chose ou... Je crois que c'est bon. Ah si, moi j'aimerais bien quand même, tu me parles un peu, t'as dit que t'adorais les voyages et tout, c'est parce que tes parents ont beaucoup voyagé? Ouais, je pense que ça vient un peu de là. C'est ça? Et du coup, avec eux, t'as voyagé ou pas du tout? C'est toi quand une fois que t'étais... Non, mes parents, après le voyage, ils se sont posés quand même. Ouais, voilà. On va faire les gosses. Voilà. Ils ont préparé ça. Ils ont pas fait du tout comme comme tout le monde, tu vois. Ils ont fait comme ils voulaient. Ils ont beaucoup profité, ils ont voyagé. Après, ils ont fait les enfants, ils se sont posés. Ils ont fait 2 d'un coup, voilà, ça c'est fait. Et après, ils nous ont grandi, etc. Après, mon père, quand il est rentré pour la retraite, c'était toujours quelqu'un d'entrepreneur dans l'âme, donc il a lancé son truc là-bas à Maurice. Et ils ont toujours fait quelque chose, ouais. Et après le voyage, non, j'aime parce que c'est quand même une ouverture d'esprit au fait. Tu découvres énormément de choses et là tu te dis sur mon petit caillou en fait on est tellement le monde c'est un livre. Le monde on peut tellement s'enrichir à travers ça et je dis tout le temps je dis ça, je dis quand je bouge je vais quelque part souvent des fois c'est peut-être dans des pays c'est pas aller c'est plus chercher la rencontre des gens, tu vois. Le côté sociable, connaissance des cultures, des endroits ou quoi que ce soit, que ça va être des villes. Je suis pas du tout là-dedans. Et du coup, j'ai fait tellement de rencontres, mais des belles âmes, on va dire, parce que souvent des fois, une âme, quand je dis comme mes amis aujourd'hui, mon sac d'amis, qui est un peu ma famille, ce sont des belles âmes parce que on n'est pas connecté socialement ou il n'y a pas de pécunier ou il n'y a pas de financier, on va dire. C'est vraiment parce qu'on est ce qu'on est, c'est pour ça qu'on est connecté. Il y a tellement d'âmes comme ça que tu connectes dans le monde qui sont pas, que chacun a vécu. Et surtout que quand tu rentres, tu relativises énormément de choses. Donc je pense que c'est important aussi, du coup, quand moi je rentre de peu importe les endroits, je me dis, j'ai de la chance quand même. Quand j'ai de la chance, parce qu'on vit quand même sur une île, on a la plage à côté, on a le soleil tout le temps. On a ça et comme je dis toujours, souvent des fois quand je voyage, je me mets pas dans les conditions, je mets plutôt dans les conditions comme tu veux aller découvrir. Donc c'est pas forcément des conditions, t'as pas l'eau courante, toutes les choses comme ça. Donc quand je rentre, je suis contente d'avoir un toit sur la tête, je suis contente d'avoir l'eau chaude, l'eau courante, à manger, me déplacer. Et là je me dis au fait le luxe je l'ai au quotidien en fait. Donc voilà. Que ce soit matériel, que ce soit en termes de connexion avec les gens, ça, je suis éternellement reconnaissante là-dessus. Donc, voilà, ça me permet de découvrir et de dire, il n'y a pas que tes petits problèmes. Voilà, et quand tu entends les problèmes des gens à travers le monde, tu te dis, moi, je fais rien, en fait. Je me dois pas de me plaindre. Hein. J'ai de la chance quand même de naître tout court, là où je suis née. Donc déjà là, je devrais pas me plaindre. Et en plus, ce que je dis toujours, c'est
on a beaucoup de problèmes quand on a la santé. Et quand on n'a pas la santé, on n'a aucun problème. C'est-à-dire, on peut rien faire après. C'est que si t'as pas la santé, ton principal problème, c'est ta santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut la préserver, être contente que déjà, quand tu te lèves le matin, que t'es en bonne santé. Pour moi, c'est déjà un bon fou. Donc, Voilà, elle est hyper sage. Ouais, je dirais un moine bouddhiste. Tout dans l'exagération avec moi. Ok, je me calme. Bon, on a une petite tradition. On a des petits sachets de thé avec des questions. Vas-y. Tu pioches et voilà, tu peux. Alors, quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves? On avait déjà vu. Non, c'est ça, on l'a déjà vu. Non, on l'a déjà vu. Tu vois, c'est pour ça que je suis pas sûre de ton coup. Ah bon ouais. Mais si, regarde, j'avais regardé un peu. Ouais, je pense que Tu vois. quelqu'un qui avait bien. C'est une invitée, ça. Quelle phrase te guide quand ça ne va pas? Alors, quoi qu'il arrive, il faut avancer. Et ne pas avoir peur de l'échec. Parce que c'est avec l'échec qu'on apprend, qu'on grandit, et que mon mot final, ça reste la résilience. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on avance, c'est pas grave. Il y a toujours un demain, il y a toujours le soleil au bout. Donc, quoi qu'il arrive, il faut avancer. Et quand ça va? Et quand ça va, quand ça ne va pas, quand ça va, encore une fois, je dis j'ai de la chance. Après, je pense que j'ai de la chance, certes, mais après, la chance, on la crée, on la provoque aussi. Donc, après, on reste humble. Il faut rester humble par rapport à ça. Donc, Ok, super. Bon bah merci en tout cas. Attends, t'as pas genre on avait dit qu'on demanderait maintenant. Un petit code promo, un truc pour les gens qui ont écouté Post-Chai. Ouais, qui viennent dans tes restos ou je sais pas, un truc que tu. Mais il faut le créer, ça, non? Je sais pas comment faire. Créer après. Ouais, demande à Didier, je pense que lui il saurait. Non, mais nous on avait un truc, non? Oui, dans les caisses, tu peux mettre un code promo et si tu mets pas d'accord. Post-Chai, ils vont directement, je sais pas. Dites-moi le nom et je vais le créer. Post-Chai. Post-Chai, mais du coup, ils ont quoi? Il faut demander à Didier. Tu nous dis entre temps, comme ça, on dire, Nisma, tu t'es encore avancé. Après, tu me parles de marge. Ok. On écrira sous la barre d'infos, comme ça, vous verrez, le code promo pour avoir je ne sais pas quoi, mais il faudra dire Post-Chai en allant soit dans les Fresh Burritos, soit dans les Waffle Factory. Ouais. Et du coup, t'as un compte Instagram, mais t'es pas trop à fond dans les réseaux sociaux, non? Non, parce que je gère pas après. C'est Didier aussi? Non! Là, c'est pas, faut pas exagérer. Non, j'ai le mien. Après, on va dire que je présente un peu l'intimité, en fait. D'accord. Bon, on met quand même ton. Ouais, tu peux mettre. On met mais c'est pas moi qui me prends. Désolé. Moi, je sais pas trop. On les met, vous vous débrouillez avec elle. Voilà. Et si vous voulez la suivre, je sais que moi qu'elle est sur LinkedIn parce que c'est comme ça que je l'ai attrapée. Sur Instagram, elle y est aussi. Et puis on mettra les pages de Fresh Burritos et de Waffle Factory. Ça marche. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci les filles, ça a fait plaisir. Merci à toutes et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et à nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Merci beaucoup.